Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien spécial sur www.lepotentiel.cd, à lire également dans la version papier du journal Le Potentiel, le premier quotidien de la République démocratique du Congo. Alors, nous recevons pour vous Maître Martin Moulumba. Qui est-il? Maître Martin Moulumba est docteur et chercheur en droit public, spécialité droit constitutionnel et institutions politiques de l'Université Paris Impact Panthéon-Sorbonne. Il est également expert en administration d'élections et bonne gouvernance. Maître Martin Moulumba, bonjour. Bonjour. Alors, de la diaspora, où vous vous trouviez en France d'ailleurs, rapidement, vous avez fait vos valises pour Kinshasa dans les cas des consultations présidentielles. Première question, dans quel état d'esprit avez-vous trouvé le président de la République, Félix Tshisekedi? D'abord, merci pour l'invitation. J'ai trouvé le président de la République dans un état d'esprit de quelqu'un qui veut construire les choses. J'ai vu un homme qui a la recherche des solutions pour le bien-être des Congolais. Bon, j'ai découvert un monsieur qui est humble et simple. Dans notre échange, ce qui m'a surpris, il prenait note. J'ai vu que monsieur le président de la République est à la recherche des solutions. Il veut débloquer la situation. Il est à la recherche des solutions, il veut débloquer la situation, un homme humble. Mais qu'est-ce que vous avez proposé concrètement au président de la République justement face à la crise politique qui traverse le pays? Déjà, j'ai apporté au président de la République un exemplaire de ma thèse de doctorat. Comme vous l'avez dit, j'ai fait une thèse à la Sorbonne. Cette thèse a porté sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai apporté un exemplaire que j'ai remis au président à main propre. Et puis j'ai rappelé au président que dans son message du 23 octobre dernier, il a démontré qu'il y a des divergences persistantes au sein de la coalition. Déjà au mois de septembre 2019, j'avais fait une conférence à Paris. Cette conférence avait pour thème la conception et l'exercice du pouvoir de Félix Tshisekedi, crainte ou espoir. Et lors de cette conférence, j'avais démontré qu'il y avait un espoir parce que le président concevait son pouvoir comme le pouvoir du peuple. Il mettait le peuple comme l'essence et le fondement de sa vision politique. Et cela nous rappelle la définition qu'Abraham Lincoln donnait de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je me disais, avoir un président qui met le peuple comme l'essence et le fondement de sa vision politique, il y a un espoir. Mais en même temps que je disais cela, j'ai dit, mais le président a choisi une coalition avec le président sortant, le FCCH. Et que le fondement de cette coalition me semblait fragile. Alors, ce qui est arrivé aujourd'hui, moi je l'avais dénoncé déjà en 2019, au mois de septembre à Paris. Parfois, les gens ne croyaient pas. Alors, je me disais, mais au sein de la coalition, je vois qu'il y a une méfiance réciproque. Comment est-ce que le président peut construire un état de droit s'il a une majorité où les gens ne parlent pas un même langage? Bon, j'ai rappelé au président cela. Je lui ai dit que la Constitution vous établit comme chef de l'État. Il fait de vous un arbitre attitré pour le fonctionnement régulier des services publics et des institutions. J'ai dit, Monsieur le Président, la décision vous appartient pour débloquer la situation. Je lui ai dit de ne pas avoir une main qui tremble. Parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, ce qui m'a frappé, c'est la misère du peuple. J'ai dit, on ne peut pas parler du peuple d'abord quand ce peuple est dans la misère. Et que, Monsieur le Président, c'est aujourd'hui qu'il faut trouver la solution. Bon, j'ai trouvé que le Président de la République écoutait ce que je lui disais. J'ai vu dans ses yeux qu'il a vraiment l'intention que les choses changent. Et je lui fais confiance. Bon, pour le reste, je ne peux pas dévoiler tout ce qu'on parle avec les chefs de l'État. Mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez aussi évoqué il y a peu, suivant vos analyses, deux fois aussi tranchantes, que le président n'avait pas assez de marge, disposant, avec une majorité évidemment, qui contrôle les deux chambres, la majorité sortante contrôle les deux chambres du Parlement, les assemblées provinciales. Avec toutes vos propositions faites, formulées au chef d'État, vous pensez qu'on tend finalement vers une émancipation, l'émancipation du chef d'État face à ce qui avait comme pesanteur d'avant pendant les 2 ans? Vous savez, la Constitution congolaise de 2006 consacre un régime parlementaire.
en RDC. Pourquoi il est parlementaire? C'est parce qu'il y a la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Bon, ce régime d'aucuns les qualifie de semi-présidentiel. C'est un régime parlementaire qui peut fonctionner sous des systèmes. Parce qu'il y a une différence à faire en droit constitutionnel entre ce qu'on attend par régime politique et système politique. Le régime politique, c'est la théorie qui est prévue dans la Constitution, c'est la norme. Et le système politique, c'est la pratique de la norme. Comment cette norme est pratiquée. Alors, ce régime politique parlementaire congolais donne moins de pouvoirs propres au président et plusieurs pouvoirs partagés. Parce que les pouvoirs qui dépendent de l'initiative propre du président sont moins, et beaucoup de pouvoirs qu'il a sont des pouvoirs partagés. Avec ce régime, le président ne peut pas, comme il veut, faire de grandes choses s'il n'y a pas une concertation permanente avec son Premier ministre. D'ailleurs, la concertation est même prévue dans la Constitution, où on dit que le gouvernement définit en concertation avec le chef de l'État la politique de la nation. Alors, il doit y avoir une harmonie républicaine. Mais ce qui se passe avec l'FCCCH, on a vu que cette harmonie n'existait pas et qu'elle était difficile. Et de ce point de vue, j'ai démontré que les marges de manœuvre sont un peu difficiles pour un président qui doit faire face à une concertation difficile avec son chef du gouvernement. Vous avez suivi les débats sur les ordonnances. Et on a compris que les langages n'étaient pas clairs au sein de l'exécutif, les dettes de l'exécutif. Donc il faudra pour les chefs de l'État avoir cette harmonie républicaine avec son Premier ministre. C'est d'abord là qu'il faut débloquer la situation. Mais à défaut de cette harmonie républicaine, ça veut dire que c'est le statu quo, on est devant une situation qu'on ne pourra pas s'en sortir. Dès lors que vous le dites, la marge de manœuvre du chef de l'État est réduite au regard de la Constitution. Non, moi je ne vois pas de choses comme ça. Parce que l'article 69 de la Constitution fait du président l'arbitre. Il est le chef de l'État. Il lui revient de débloquer la situation. Alors, c'est lui qui doit trouver les voies et moyens. La Constitution lui donne des moyens politiques et juridiques pour sa fonction présidentielle. Je pense qu'il lui revient de trouver des voies et moyens. Ces voies existent. Il a la possibilité de débloquer la situation. Je pense qu'il sera en mesure de débloquer la situation. Je ne pense pas qu'on va arriver à une situation de statu quo. Ça va profiter à qui? Déjà les divergences persistantes qu'il a dénoncées au sein de la coalition. Qui est victime? C'est la population congolaise. Donc, moi, je ne vois pas de choses comme ça. Je pense que le président a des moyens politiques et juridiques. Et puis, c'est une question de bonne volonté. Vous savez, ce qui se passe en RDC, au sein de la coalition FCCCH, c'est une question de volonté politique. Pour moi, je demande que les uns et les autres doivent voir la misère du peuple congolais. Ils ne doivent pas défendre leurs positions personnelles, leurs intérêts personnels. La population congolaise souffre. Et la population n'a pas besoin d'un statu quo. Il ne faudra pas que certains cherchent à empêcher ou à bloquer. Si vraiment tous on est congolais, je pense qu'il faut voir l'intérêt du peuple congolais. Et je pense que le président va y arriver. Et d'ailleurs, la recette déjà présentée par lui-même, c'est l'union sacrée de la nation. Vous pensez que c'est une recette miracle? Mais vous dites bien l'union sacrée de la nation. Mais qui peut être contre la nation si on est vraiment congolais? On dit bien l'union sacrée de la nation. Alors, on peut être de tel ou tel parti politique, on peut garder son parti politique, mais militer pour la nation. Je me demande si dans votre maison, on vous dit qu'on met ensemble une idée pour faire développer votre maison. Toi, tu peux être contre ça? Alors, je ne vois aucun problème. Si l'union sacrée doit militer pour la nation, je pense que tout Congolais a sa place au sein de cette union. C'est ma vision des choses. Parlons de vous également avec ces dons que vous venez de faire, avec des ouvrages que vous avez donnés à la Cour constitutionnelle. Vous avez étendu votre geste à l'Université de Kinshasa, à l'Université pédagogique nationale et même au barreau de Kinshasa-Matete. Que peut-on retenir de ces gestes? Bon, d'abord, c'est un geste patriotique. C'est une récompense à ma thèse de doctorat à la Sorbonne. Je me suis dit que je ne peux pas venir au Congo raconter aux gens que j'étais à la Sorbonne, j'ai fait ma thèse à la Sorbonne, bon, ils ne comprennent rien. Alors, qu'est-ce que je peux apporter à la jeune génération? Qu'est-ce que je peux apporter à mes compatriotes? Alors, j'ai eu cette récompense-là, j'ai dit, cette récompense, je dois
apporter comme ma contribution. Ma contribution, quand on parle de la reconstruction de la RDC, ce n'est pas seulement l'affaire du chef de l'État. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. Chacun de nous, selon sa position, selon ce qu'il peut faire, il apporte sa pierre à la reconstruction du Congo. Ce livre rentre dans cette optique-là. Donc, quand j'ai eu cette récompense, je me suis dit que la jeune génération a besoin d'être aidée. Vous savez, un homme politique pense à la prochaine élection. Mais un homme d'État voit la nouvelle génération. Moi, j'ai étudié à l'époque ici à l'UNIKIN avec la bourse de l'État congolais. Je dois à l'État congolais. Je me suis dit que non, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est dans cette optique que j'ai apporté ces lots d'ouvrages et des codes des droits qui peuvent être utiles au niveau des bibliothèques universitaires, au niveau du barreau et au niveau de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle a été ému. Il était vraiment touché par ces gestes. Je profite même de votre question pour lancer un appel à tous nos compatriotes, chacun là où il est, de ce qu'il peut faire. Le pays a besoin de tout ça. J'ai vu comment les choses se passent au Congo. Je pense que si chacun de nous peut poser un acte selon ses possibilités, selon ce qu'il a, on va aider ce pays à redémarrer. Vous êtes expert en administration d'élections. Je rappelle d'ailleurs que vous avez un diplôme obtenu à la Sorbonne sur l'administration d'élections et bonne gouvernance. Quel bilan faites-vous du cycle électoral congolais? Partons de 2006, 2011, 2018, les failles, le point fort, et quelles sont vos propositions? Le bilan que j'ai fait du système électoral congolais depuis 2006 à ce jour, il est mitigé. Mais je peux me dire qu'il est négatif. Parce que quand vous prenez les élections de 2006, de 2011 et 2018, ces trois élections ont un point commun. C'est l'absence de transparence. Bon, je n'ai pas beaucoup de rigueur pour 2006 parce que notre pays a connu une longue période où il n'y avait pas d'élection. Bon, les dernières élections que nous avons eues étaient à candidat unique, sous l'impair parti État. Il ne pouvait être candidat à l'élection présidentielle que le président fondateur du MPR, qui était seulement le Marshal Mobutu. Alors avec le temps qui s'est passé, je ne m'attendais pas à de bonnes élections démocratiques en 2006, parce que c'était le début. La démocratie, il faut reconstruire. Alors je peux comprendre les failles qu'on a connues en 2006, parce que c'était le début de l'expérience. Alors je m'attendais qu'en 2011, on va bien mettre en place des choses. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon. Et puis en 2018, vous avez vous-même vu ce qu'on a connu. Je pense qu'il faut revoir le système électoral congolais. C'est incontournable. C'est même là qu'il faut recommencer cette reconstruction de la démocratie. Vous savez, l'élection est un moyen qui est donné au peuple pour s'exprimer. Quand vous lisez dans la Constitution, on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par référendum ou par élection. Alors, si tout doit être opaque, si les élections ne sont pas transparentes, on empêche même au peuple de s'exprimer. Je pense qu'on doit revoir la loi électorale qui a démontré ses limites. Et on doit aussi revoir la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. La commission électorale joue un rôle très, très, très important pour la construction de la démocratie, voire même l'épanouissement démocratique. Donc cette commission électorale doit être la maison du peuple. Mais ce qui s'est passé en 2006, en 2011, en 2018 pose question. On a vu que la commission électorale n'est indépendante que par les noms. Mais dans son fonctionnement, les Congolais n'ont pas vu cette indépendance. Mais il y a aussi la question de la désignation du président de la CENI par les confessions religieuses. Bon. On a vu ce qui s'est passé en juillet dernier avec des manifestations. Vous savez, les confessions religieuses, je pense qu'il y en a 7 ou 8 qui se réunissent et qui décident du sort de tout un peuple. Parce que vu les pouvoirs qui sont reconnus au président de la CENI, vu ce qui s'est passé avec l'abbé Apollinaire Malumalo, paix à son âme, avec le pasteur Ngoï Molunda, avec Corneille Nanga, on a vu qu'un président de la CENI peut sceller tout un sort d'un peuple par ses décisions. Alors, il faut que cette désignation se passe dans une transparence totale. Le peuple
les Congolais doivent connaître quels sont les critères pour être président de la CENI. Et au niveau de la désignation, avec ce qui s'est passé, je pense que si nous voyons dans d'autres pays africains, hein, les gens qui président à cette commission électorale, il y a d'abord les critères compétences. On ne donne pas la CENI à n'importe qui. Hein. Je pense que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux. On appelle la CENI une institution d'appui à la démocratie. Mais c'est comme le gouvernement. On ne peut pas nommer n'importe qui comme Premier ministre. On ne peut pas donner la CENI à n'importe qui. On doit voir des personnes compétentes et qualifiées. Il faut voir les profils qu'il faut pour présider à la CENI. Outre la compétence, il y a aussi l'intégrité morale. Hein, l'intégrité morale qu'il faut voir. Et tout ça, on doit mettre les choses sur la table pour éviter les erreurs du passé. Hein, si nous voulons vraiment reconstruire ces pays dans une voie démocratique, nous devons nous poser les questions qu'il faut pour avoir de bonnes réponses. Parce que si nous disons qu'effectivement les choses n'ont pas marché, mais on croise les bras, on avance, mais on va tout droit au chaos. On va tout droit aux crises à répétition. Il est temps de se poser et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut faire. Comme ça, ouvrir la voie à la stabilité et à la paix en RDC. Je reviens en politique pour une dernière question, docteur Martin. Évidemment, c'est une polémique politique au sujet de certaines théories. Il y a ceux, vous êtes au courant, qui ont invoqué les régimes primo-ministériels pour la RDC. Vous êtes, je les rappelle, vous avez la spécialité en droit constitutionnel. Est-ce bel et bien vrai que la RDC est dans un régime primo-ministériel? Malheureusement, je n'ai pas suivi ces débats. Je n'ai pas suivi ces débats. Mais pour parler du régime primo-ministériel, je peux simplement dire que c'est un régime dans lequel le président n'a que des pouvoirs protocolaires. Hein, il n'a pas de pouvoir. Je viens de le dire tout à l'heure. Quand vous lisez la constitution congolaise, cette constitution établit un régime parlementaire. Ce régime peut fonctionner sous un système présidentialiste, c'est-à-dire quand le président et la majorité sont du même bord politique. Et ce régime peut aussi fonctionner sous un système parlementaire, quand le président et la majorité parlementaire ne sont pas du même bord politique. Mais la constitution congolaise donne certains pouvoirs propres au président de la République. Alors, ce n'est pas un arbitre passif, mais c'est un arbitre actif. C'est-à-dire qu'il a des pouvoirs propres. Et il a aussi des pouvoirs qui sont partagés avec d'autres premiers ministres, mais dont lui-même initie, parce que l'autre va que contresigner. Là, vous trouvez que nous avons un président de la République qui n'a pas de bras croisés. C'est un président qui agit, qui est actif. C'est ce que je peux dire sur ce point. Avez-vous un mot pour terminer cet entretien? Pour terminer cet entretien, je dirais que moi, je demande à notre classe politique de prendre conscience de la misère de la population. Bon, je l'ai toujours dit dans mes différentes interventions, que le mal congolais, c'est la classe politique. Cette classe politique qui est essentiellement, je dis essentiellement, pas tous, essentiellement constituée de trafiquants politiques, qui ont fait de la politique un fonds de commerce. Un fonds de commerce, un service à se rendre, et non pas un service à rendre à la population. Vous savez, la politique peut être encore noble. La politique, c'est un moyen pour servir le peuple. Je demande aux hommes politiques congolais qu'ils aient pitié de la population congolaise, qu'ils aient pitié des Congolais. Notre pays est riche, c'est ce qu'on nous dit. Mais quand vous regardez les Congolais, c'est un peuple pauvre. Donc je pose cette question à nos hommes politiques. Pourquoi ces paradoxes? Pourquoi nous avons des richesses dans ces pays, mais la population est extrêmement pauvre? Et que les uns et les autres puissent avoir conscience qu'ils doivent léguer ces pays aux nouvelles générations dans un état acceptable. Hein? Ils doivent léguer ces pays dans un état où eux-mêmes doivent être fiers. Hein? C'est comme j'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, n'ayez pas de remords à la fin de votre mandat. Je demande aussi aux hommes politiques, il ne faudra pas regretter ce que vous faites aujourd'hui, parce que tôt ou tard, l'histoire va vous rattraper.
C'est donc terminé. Nous rappelons que cet entretien spécial recevait Dr Martin Mulumba, qui est docteur et chercheur en droit public, spécialité droit constitutionnel et institutions politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est également expert en administration d'élections et bonne gouvernance. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et donc à tous nos lecteurs et internautes, merci de votre fidélité.